Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Aujourd'hui on vous emmène en Inde et on va vous faire insulter. Voilà, écoutez, sur ce, on démarre tout de suite. On démarre très très fort, dis-moi. Ah bah écoute, c'est pas moi, c'est des perroquets gris du diable. Oui, ça c'est ce qu'on dit. Ça c'est ce qu'on dit. Hein. Puis après on se cache derrière le pauvre perroquet qui n'a rien fait. Hein. On la connaît tous. Je n'y suis pour rien. Ça viendra dans la deuxième partie de l'émission. On parlera d'oiseaux qui injurent. Mais toi, tu vas nous parler de vautours qui n'injurent pas, eux. Non, qui n'injurent pas. À ma connaissance, en tout cas. Enfin, je les ai jamais entendus. Après, si ça se trouve, peut-être qu'ils nous insultent dans leur propre langue. Je ne sais pas. C'est vrai. En tous les cas, je les ai pas entendus pour l'instant. Donc, on va dire que non. Hein, on va leur donner le bénéfice du doute. C'est-à-dire, ils seraient tout à fait capables de nous insulter parce que vu ce qu'on leur fait subir aux pauvres vautours, écoute, j'ai envie de dire, voilà, ce serait tout à fait légitime. Hein. Effectivement. Mais pas tout le monde. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Pas tout le monde, exactement. Mais alors, qu'est-ce qu'on leur a fait à ces pauvres vautours ? Je vais peut-être reculer d'un pas ou deux pour mieux sauter après, pour qu'on explique un petit peu de quoi on va parler. Alors, il y a un papier qui est en train de sortir. Ça va être compliqué si t'es assise de reculer quand même d'un pas ou deux. Mais... Vous allez entendre le bruit de la chaise qui saute, ça va être génial. Donc... On a un papier qui est en cours d'étude en ce moment. Alors, il n'est pas encore sorti, mais vous avez des premiers jets qui sont disponibles sur le net et on vous mettra évidemment le lien en description. Et donc, ce papier, contrairement à d'habitude, ce n'est pas un labo de biologie ou de paléonto ou de n'importe qui bosse vraiment sur du matériel biologique qui l'a édité, c'est un papier d'économie. Et alors, c'est là que ça devient très intéressant parce que c'est un papier d'économie. Pardon ? Ok. Si. Non mais on a des sujets très divers dans l'émission, on est passé de l'économie, la peinture, je me rassois. Il y a plein de trucs. Donc aujourd'hui, voilà, on va dans le petit monde d'économie. Alors je connais absolument rien à la finance, hein, on va pas partir là-dedans, mais en l'occurrence, le sujet de ce papier, si je vous lis le titre en anglais, c'est The Social Cost of Keystone Species Collapse, Evidence from the Decline of Vultures in India. Donc en gros, les coûts sociaux de l'effondrement des espèces clés de voûte, des preuves à partir du déclin des vautours en Inde. Et donc c'est écrit donc par deux économistes qui viennent, alors pas de n'importe où, hein, de l'université de Chicago quand même, ce qui est pas si mal. Hein, on est vraiment sur du bon gros papier qui, à mon avis d'ailleurs, fera date dans l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les vautours en Inde ? Eh ben, vous le savez certainement. Comme partout dans le monde, les vautours sont menacés, et en Inde, ils ont eu de sacrés problèmes, tant et si bien que les populations de vautours là-bas sont quasiment en danger critique d'extinction, vu qu'il n'en reste que quelques milliers dans la nature. Tout ça dû à certaines molécules qui avaient été utilisées pour soigner notamment des vaches, et qui malheureusement empoisonnaient les carcasses de ces animaux lorsqu'ils mouraient, et qui étaient un poison fatal pour les vautours. Vautours qui donc, lorsqu'ils s'agglutinaient sur les carcasses de vaches, mouraient par dizaines, par centaines, par milliers. Et évidemment, on est passé de populations de vautours d'à peu près 50 000 vautours en Inde à quelques milliers seulement. Et ça s'est passé au début des années 2000 plus ou moins, jusqu'à ce que la molécule en question soit interdite. Évidemment. Sauf que, évidemment, l'histoire n'en est pas restée là. Les économistes se sont intéressés à la suite de ce déclin des vautours. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des vautours qui ne sont plus là ? J'imagine que vous le savez très bien, un vautour, ça sert à quoi dans l'écosystème ? Un vautour, ça sert plus ou moins à nettoyer. C'est la poubelle de l'écosystème, hein. Il vient chercher les ordures, il mange un peu tout, ça évite de répandre des pathogènes partout, et ça nettoie. C'est très très pratique pour débarrasser des carcasses. Absolument, et c'est même, dans certaines religions, j'y reviendrai, quelque chose qui est central. Absolument. Et d'ailleurs, c'est très utilisé aussi par d'autres pour de la médecine traditionnelle, mais bref. Ceci mis à part, donc le vautour est quand même un élément central des écosystèmes qui normalement l'accueillent, et le problème c'est que quand on n'en a plus, on a des soucis en cascade derrière, c'est-à-dire qu'on va avoir
des maladies qui vont se développer beaucoup plus facilement, parce que évidemment on n'élimine plus aussi bien les carcasses qu'avant, donc on a plus de facilité à répandre ces maladies qui vont se passer d'animaux en animaux jusqu'à atteindre l'humain, certaines fois. On va avoir donc contamination aussi des cours d'eau qui peuvent peut-être être particulièrement pollués, parce que quand vous avez beaucoup de carcasses comme ça qui sont laissées à l'abandon sans que personne ne vienne nettoyer derrière, vous avez des problèmes de pollution, c'est comme partout. Et puis vous allez avoir des problèmes de santé publique, donc parce que notamment en Inde, les carcasses, les gens qui tuaient les vaches ou qui s'occupaient après des cadavres étaient fortement encouragés par le gouvernement indien à détruire en quelque sorte ces carcasses, mais alors pas de la meilleure des façons, avec notamment des produits chimiques particulièrement délétères qui évidemment se sont trouvés dans l'environnement et plus tard dans des produits de consommation humaine, ce qui a conduit à quelques soucis, vous l'imaginez bien. Voilà. Évidemment. Évidemment. Mais du coup, l'économie dans tout ça. L'économie dans tout ça, c'est que ils se sont intéressés derrière au coût de la disparition de ces vautours. Alors un vautour, donc on l'a vu dans l'environnement, c'est particulièrement important, mais c'est aussi très important pour l'économie humaine. Comme on l'a vu, un vautour, s'il n'est pas là, on se retrouve avec des tas de maladies, avec des tas de problèmes qui vont finir par toucher l'humain, et qui vont finir par avoir un impact, cette fois-ci monétaire, sur l'humain, parce que ces humains qui sont touchés, il va falloir les soigner, et ça a un coût. Et donc derrière, ils ont calculé la quantité exacte, en quelque sorte, le coût moyen d'argent par personne touchée par ce genre de problème, en fonction de la quantité de vautours qu'il y avait dans l'environnement immédiat de certaines villes, ou de non-vautours qu'il y avait dans cet environnement immédiat, et ils ont du coup fait des modèles mathématiques et calculé un petit peu le coût de revient pour les municipalités et plus tard pour le gouvernement indien en général, de cette disparition des vautours par rapport à la santé publique, donc le coût de soins nécessaires à cause des maladies et des problèmes de santé donc qui arrivaient à cause de la disparition de ces vautours. Ok. Et donc c'est là que c'est très très intéressant parce que en fait c'est quelque chose que en tant que biologiste on étudie pas forcément, parce on n'est pas des économistes, y a rien à faire, on n'est pas très doué là-dedans, c'est pas notre boulot déjà de base, et donc on n'a pas idée de ce genre de choses en fait, on voit pas ces chiffres-là, on les calcule pas. Et la question qu'on pose souvent aux biologistes quand on dit telle espèce va s'éteindre, c'est une catastrophe, on vous dit oui mais attends, ça a pas de conséquences sur moi en fait, moi je m'en fiche. Si tu me dis que telle espèce de scarabée de l'autre bout du monde va s'éteindre, moi je vais te dire mais enfin je m'en fiche, je vais peut-être te dire c'est triste quoi, et puis 2 minutes plus tard je pense à autre chose. Et voilà, et ça aura pas eu d'impact direct sur ma vie. Et plus ou moins tout le monde a tendance à penser que l'extinction des espèces, c'est triste, c'est vrai, mais financièrement parlant, ça n'a pas vraiment d'impact, ou sur le prochain repas que vous allez commander, sur votre pouvoir d'achat, sur les amis que vous vous faites, les relations, etc. Pour la plupart des gens, ça n'a pas d'impact, les espèces qui disparaissent. Et on se rend compte, grâce à ce papier, que si, il y a un impact, et il n'est pas moindre. Parce que là, la conclusion du papier, c'est que quand même, les dommages, donc sur les fonds nécessaires pour la santé publique étaient quand même immenses, parce que ils ont considéré que on était à peu près 70 millions de dollars de dommages par an qu'on devait rajouter dans le système de santé indien pour pallier au manque des vautours dans le système, dans l'écosystème autour des villes, ce qui est quand même incroyable quand on y pense. C'est une grosse somme d'argent. Et ça a été calculé donc sur la base des soins généraux qu'on offrait et des maladies qui du coup se transmettaient plus facilement en l'absence de vautours. Donc voilà. Mais c'est intéressant parce que moi l'année dernière ma municipalité a fait la même chose pour les arbres. On avait fait une année spéciale arbres, donc il y avait plein de choses qui étaient faites autour des arbres et ils avaient noté le coût que valait un arbre, voilà, le coût que celui-ci pouvait apporter si il était vivant, ou si au contraire le coût qu'on perdait s'il était abattu. Et c'est une très très bonne façon pour les gens de se rendre compte à quel point la faune et la flore sont importantes dans la vie que nous avons, parce que effectivement dire telle espèce disparaît
c'est quelque chose et ça va entraîner des conséquences. C'est quelque chose qui peut être un peu arbitraire dans le sens où on ne sait pas forcément de quoi on parle. Quand on dit les abeilles vont disparaître et que certains se promènent dans les champs en disant bah oui, moi j'en vois partout, donc il n'y a pas trop de soucis pour moi en tout cas. Les gens ont du mal à saisir finalement les enjeux et les conséquences en fait de ce qui va se passer. Avec une valeur monétaire, les gens ont beaucoup plus justement de réflexion et je trouve que c'est une direction dans laquelle, et j'espère que c'est le cas, peut-être que j'enfonce une porte ouverte, dans laquelle les écologistes, au sens large du terme, hein, je parle pas au sens politique du terme, quoique au sens politique du terme, ça peut être aussi un, ça peut être utilisé, une oui, bonne, effectivement. voilà, oui, un tout à bon fait. biais. C'est quelque chose dans lequel on devrait vraiment s'engouffrer pour faire comprendre notamment aux politiques les enjeux actuels. Exactement, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est surtout quelque chose que, en tant que biologiste, nous on n'a pas l'habitude d'utiliser, parce que c'est vraiment pas notre domaine. Il y a rien à faire, les sous, enfin on en manipule évidemment pour essayer de sauver des espèces, mais on en cherche plutôt voilà, qu'on en trouve. On cherche des fonds. Généralement, on n'en a pas tant que ça, et donc arriver à calculer en fait le coût de revient de la perte d'une espèce comme ça, seulement sur le plan, c'est un calcul très froid au final. C'est vrai que on n'y met pas du tout de sentiment. On est vraiment sur voilà le revenu, combien ça va te coûter, voilà au final. Donc on n'a pas ce genre d'approche du tout, donc c'est difficile pour nous de dire bah un arbre ça coûte tant, un vautour ça coûte tant, et puis c'est pareil, tu parlais des abeilles tout à l'heure, mais ça en plus les vautours et les abeilles c'est ce qu'on appelle des espèces clés de voûte. Bon, certains me diront que l'espèce clé de voûte a une définition assez trop large ou pas assez bien définie, et que du coup c'est compliqué de l'utiliser comme ça, mais bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire quand même. L'espèce clé de voûte, c'est une espèce qui, de par sa position dans l'écosystème dans lequel elle est capitale pour cet écosystème. Si vous la retirez, tout s'effondre. Et donc c'est le cas des vautours, mais c'est aussi le cas des abeilles que tu citais tout à l'heure. Et ça c'est des espèces qui sont encore plus importantes à préserver, ainsi que tout ce qui les entoure évidemment, hein, leur mode de reproduction, il va leur falloir certaines choses, ce qu'ils mangent, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont capitales, non seulement pour l'environnement qui nous entoure, mais aussi pour la survie de l'humain. Et ça, on l'oublie un petit peu trop. Et effectivement, il y a un coût monétaire à la disparition d'une espèce. Et ça, c'est pour ça que cette publication est si intéressante, parce que si les économistes commencent à s'intéresser à ce genre de choses, peut-être que tout n'est pas perdu, et peut-être qu'on pourra voir dans les prochaines années finalement un coût estimé sur la perte de certaines espèces. C'est un calcul qui se fera régulièrement pour estimer combien ça va nous coûter si jamais on fait pas quelque chose, et peut-être qu'on pourra faire du coup la balance entre ce que ça va nous coûter si on n'agit pas contre ce que ça nous coûtera d'agir pour préserver l'espèce. Et peut-être qu'on se rendra compte que finalement c'est moins cher d'agir maintenant et d'essayer de préserver ce qui reste, plutôt que de subir les conséquences derrière. Donc c'est tout ce que j'espère. C'est une vraie une vraie façon de présenter aux politiques justement ces différentes crises que l'on affronte, parce que justement les politiques au sens non pas les personnes, hein, les politiques au sens les processus, les différentes implications au fur et à mesure du temps, les politiques ont besoin justement d'être, on va dire, guidés dans l'immédiat. Et guidés dans l'immédiat, c'est notamment trouver des budgets ou informer des coûts que peut produire quelque chose. C'est pas pour rien que en ce moment en France notamment on a une très très grande bagarre à coup justement de comment on va financer ceci, comment on va financer cela, parce qu'on a besoin d'équilibrer les recettes et les dépenses, et justement faire comprendre aux politiques que les coûts qu'on va engager aujourd'hui vont permettre demain d'en engager beaucoup moins. C'est peut-être aussi une nouvelle façon de parler d'écologie, et il faut aujourd'hui que les écologistes, les naturalistes, les gens qui travaillent dans le domaine scientifique en général prennent vraiment conscience, prennent la mesure de cette chose-là. Exactement. Mais on enfonce des portes ouvertes. Tu parlais du vautour en Inde. Est-ce que tu connais les funérailles célestes? Non, mais explique-moi tout. Vas-y, funérailles célestes. Funérailles célestes, ce sont des
des rites qui sont appliqués dans le zoroastrisme et dans le bouddhisme. On est en Mongolie, en Chine et en Inde, donc on revient sur l'Inde, et ça consiste en fait à exposer les cadavres des défunts aux vautours. Donc dans le zoroastrisme, on place les cadavres sur ce qu'on appelle le dakma, ou la tour du silence, afin qu'ils évitent de contaminer la terre. Donc les cadavres sont exposés au sommet d'une tour, au soleil, bien en évidence, pour que les vautours et les rapaces puissent s'y nourrir. Et dans le bouddhisme, c'est beaucoup plus compliqué, c'est vraiment très très codifié. Alors tout d'abord, le corps il est déposé dans l'herbe, il y a un moine qui chante, qui brûle de l'encens, il y a quelqu'un qui découpe ensuite le corps, désolé de vous le dire, et puis il y a toute une tradition qui s'opère, qui aurait environ 1500 ans, et chez les pratiquants du bouddhisme, eh bien il s'agit les aigles sont représentés comme des animaux sacrés, on les appelle même des dakini, des esprits féminins du ciel. Incroyable, hein. Assez intéressant, c'est dans les années 90, il y a des soldats chinois qui ont abattu des vautours dans le plateau du Khenget Tibet, les Tibétains de la région ont jeté des pierres sur les tireurs pour qu'ils évitent de refaire des bêtises. Voilà. C'est intéressant. D'accord. Mais voilà, vautour extrêmement important en Mongolie, en Chine et en Inde, en tout cas dans tout le plateau de l'Himalaya, pour ce qui est justement de ces religions notamment. Mais du coup, les vautours sont des animaux qui sont vénérés, et les aigles aussi dans ces religions-là. Totalement. C'est pas mal. Moi, ça me plaît bien, tu vois, plutôt que de les utiliser pour faire de la médecine traditionnelle, je trouve que c'est bien. Est-ce que, parce que je sais que dans certaines religions, quand tu vénères un animal, des fois, tu l'utilises quand même. Donc, t'as quand même le crâne de l'animal, t'as quand même les plumes de l'animal, dans le cas d'un oiseau. Est-ce que c'est le cas dans celle-là, ou pas du tout? Non, pas à ma connaissance. C'est vraiment davantage le défunt qui est exposé, mais les vautours, non, il n'y a pas spécialement de crâne ou d'os qui sont utilisés. D'accord. Du côté des vautours, on laisse les vautours en liberté faire leur travail. Et il n'y a jamais eu de fossoyeurs, de charognards. D'accord. Et ils ont jamais domestiqué l'animal pour essayer d'en avoir dans des temples ou des comme ça? Pas à ma connaissance, peut-être. Je te dirais des bêtises si je te disais que j'en étais sûr, mais je ne sais pas. D'accord. Bon bah écoute, c'est une pratique intéressante que je ne connaissais pas. Merci de me l'avoir fait découvrir. Pas de souci. Bon, Sophie. Oui. Il est l'heure de parler de mon sujet. Mais je t'en prie. Mon anecdote du jour, 5 perroquets qui avaient été isolés pour avoir insulté des visiteurs de zoo ont été réintroduits dans une volière avec d'autres oiseaux pour essayer d'être bien éduqués. Donc ils vont utiliser d'autres perroquets pour essayer de rééduquer ceux qui se comportent mal. Exactement. Très bien. Eric, Jade, Ilse, Tyson et Billy, ces 5 perroquets gris du Gabon, du zoo du Lincolnshire Wildlife Park. On en avait déjà parlé dans le courrier de la Sterne. Et il s'est avéré qu'à l'été 2020, ces oiseaux ont été pris de la curieuse envie de vouloir insulter des gens dans le parc. Un parc qui est familier avec les perroquets et les arabes, puisque c'est un parc qui accueille 1500 de ces oiseaux. Alors le parc, pareil, le directeur Steve Nichols se défendait en disant que les perroquets qui juraient, c'était déjà quelque chose qu'il avait déjà rencontré parmi les différents exemples du parc. Mais le problème, c'est que là il y en avait 5, et le problème c'est que non seulement les perroquets insultaient les gens, mais en plus riaient des insultes qu'ils faisaient. En plus, il rigolait. Ouais, absolument.
Alors au départ, Steve Nichols dit bon bah c'est sympathique, Oui. et puis à un moment donné, ils se sont posé la question de se dire oui mais il y a quand même des enfants qui viennent dans le parc, donc il va peut-être falloir prendre une décision, et la décision elle a été prise de mettre justement ces 5 spécimens en quarantaine, comme quoi, afin justement bien que ces oiseaux ne soient pas si problématiques que ça. Et le 30 janvier 2024, bien ils ont été relâchés, ils ont terminé leur période d'emprisonnement, ces perroquets, et on les a relâchés avec d'autres oiseaux, 92 autres oiseaux, 5 d'entre eux, et puis 3 autres qui avaient été aussi des vilains petits garnements, Eric, Captain et Sheila. Donc ce sont des oiseaux qui ont été relâchés avec ces 92 individus. L'objectif étant de faire en sorte que ces oiseaux qui jurent beaucoup, discutent, entre guillemets, apprennent à imiter des sons avec 92 autres perroquets qui ne jurent pas. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que la stratégie, alors, elle commence à fonctionner, la stratégie. Les oiseaux sont en train d'apprendre des bruits, comme par exemple les véhicules qui font marche arrière, et les micro-ondes. Donc je ne sais pas pourquoi ils apprennent les micro-ondes, personnellement. Il faut pas chercher, ça doit être marrant. Oui, effectivement. Mais du coup, Nichols, ce monsieur Nichols nous a dit quand même dans une interview accordée à CNN que pour l'instant ça fonctionnait, mais que si d'aventure les perroquets venaient, parce qu'ils sont pas sûrs de ce que ça fonctionne ou pas, que les perroquets se mettent justement à apprendre des insultes et que tous les perroquets trouvent que les insultes c'est bien, ils vont avoir un sacré problème. 92 problèmes, effectivement. 100 même, puisque tu rajoutes les 8 qui ont 100, et puisque tu rajoutes les 8 qui ont comment dire, qui ont été comment dire, comme les Dalmatiens, les vilains petits canards. Donc voilà, un épilogue à cette histoire qu'on avait déjà racontée dans le courrier de la Sterne, pour montrer que les perroquets sont quand même des petits garnements de temps en temps, notamment les perroquets gris du Gabon. Ma chère Sophie, petit fact comme ça. D'ailleurs, tu connais l'histoire du perroquet de Churchill? Que tu connais cette histoire-là? Oh, ça me dit quelque chose, celui-là, oui, effectivement, mais alors... Le fameux perroquet qui insultait les nazis. Winston Churchill avait appris à un perroquet nommé... On va l'appeler Coco. On va l'appeler Coco, exactement. On va l'appeler Coco. Ce perroquet, donc, il faut savoir que il s'applait Charlie. Il s'appelait Charlie, ce perroquet. Voilà, Charlie. Ah, ça commence à bien un perroquet ayant appartenu à Winston Churchill. Et il s'est avéré que cette anecdote est fausse. Voilà. C'est la fille de Churchill, Lady Soames, qui a rejeté cette affirmation en disant que Churchill n'a jamais possédé de perroquet grossier, bien qu'il ait possédé un perroquet gris du Gabon, nommé Polly, mais il a été vendu avant que Winston Churchill n'assume son rôle de Premier ministre. Voilà. Polly. Donc cette anecdote qu'on raconte sur cet oiseau qui insulte les nazis est complètement fausse. Ah, voilà. C'est bien de débunker des choses. Faire un débunkage bientôt dans le courrier de la Sterne. C'est bien. Incroyable cette petite anecdote de ces oiseaux qui insultent. T'as déjà rencontré, toi, puisque tu travailles en zoo, des perroquets qui insultaient les gens? Oh oui, et pas qu'un peu. Particulièrement les gris du Gabon, effectivement. Je sais pas, mais ceux-là, ils semblent avoir une attirance particulière pour les insultes. Plus elles sont grosses, mieux c'est. Je t'avais raconté l'histoire du perroquet qui toussait. Ah non, vas-y. D'accord, alors... on avait un gris du Gabon qui nous avait été donné parce que souvent dans les zoos, on a des animaux qui sont donnés par le public, c'est comme ça que ça marche, parce que il y a des changements de propriétaires, ou ils en veulent plus, ou il a mordu, enfin bref. Alors, en l'occurrence, celui-là, c'était les enfants qui voulaient pas du perroquet de la grand-mère qui était décédée malheureusement. Et ils avaient ramené le gris du Gabon au zoo, et le gris du Gabon, on a commencé à bien s'en occuper, évidemment, on l'a acclimaté avec les autres perroquets, tout semblait bien se passer. Tout semblait bien se passer. Oui, ça peut... Généralement, quand on en arrive là, c'est que c'est pas bon, la suite. Sauf que jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'en fait,
l'animal, il faisait des bruits un peu bizarres. Alors déjà, il toussait, mais le genre de toux grasse qu'on a quand on a fumé un paquet de cigarettes tous les jours, tu sais. Ok. Donc il toussait comme ça. Il imitait en fait le bruit du fumeur le matin qui se réveille et qui a la toux bien grasse. Et c'était assez horrible en fait parce qu'il l'imitait extrêmement bien. Incroyable. Et on avait fait vérifier par le vétérinaire s'il y avait un problème, tu sais, respiratoire ou quoi. Mais non, c'est juste qu'il est en train d'imiter le son, c'est tout. C'est que il tousse pas lui-même. C'est juste qu'ici. Et donc il pensait qu'effectivement la dame en question qui était morte devait certainement fumer un bon sacré paquet de cigarettes par jour et que il avait simplement appris à l'imiter. Et sauf qu'elle faisait pas que fumer des cigarettes, la dame. Elle s'est rendue compte très rapidement que le perroquet, il connaissait mais des insultes. Oh mon Dieu! On a dû le mettre à l'isolement de temps en temps. Quand on avait beaucoup de visiteurs le week-end, on essayait de pas trop le sortir. Pourquoi? Parce qu'il disait la ferme à tous les visiteurs qui passaient. En anglais, évidemment, hein, la maîtresse était anglaise, il semblerait. Il jurait un peu en afrikaans aussi. Et les jurons en afrikaans, c'est déjà quand vous dites bonjour en afrikaans, en fait, on a l'impression qu'on t'insulte. Donc imaginez un juron, voilà. D'accord. La langue est un peu forte. Et donc il toussait, il disait fermez-la, et bon, il y avait quelques insultes en plus balancées dans le lot, et donc c'était un peu compliqué de lui apprendre à arrêter de dire ce genre de mots parce qu'il trouvait ça particulièrement intéressant. Et quand on s'est rendu compte qu'il connaissait tout ça, on s'est dit bon, on va peut-être l'isoler un petit peu parce qu'on n'a pas trop envie que nos cacatoès et nos autres grilles du Gabon ils apprennent ce genre de langage. Donc il a été à l'isolement pendant un moment, et jusqu'à ce qu'il parte ensuite en centre, plus ou moins un centre de repos, un sanctuaire pour perroquets en quelque sorte, où là il a été bien chouchouté, bien soigné, tranquille avec plein d'autres. Incroyable. Voilà l'histoire du... Peut-être la discussion du coup avec Steve Nichols. Si jamais justement ce genre de cas se présente à nouveau dans le zoo. On va terminer quand même par une petite anecdote cool. Je l'ai appris d'ailleurs, je savais pas que les perroquets, alors en l'occurrence c'est les touilletés, pouvaient nommer leurs enfants. Oui, bah c'est comme les corvidés en fait. Ouais, c'est fou. Alors l'expérience est assez simple. Carl Berg, qui s'est occupé de cette expérience, et a fait quelque chose de très simple. Il a regardé La vie est un long fleuve tranquille, et il a fait ça dans la vraie vie. C'est-à-dire que il a pris des œufs dans 2 nids différents, et il a interverti en fait les œufs dans les nids. Donc pour savoir si le nom était défini génétiquement ou si c'était un nom qui était défini par les parents. Et après quelques semaines passées au nid, et notamment au niveau de l'envol, les jeunes acquièrent un nom qui est définitif. Ah, c'est top ça. Mais alors je sais plus, parce que en fait le nom, il me semble, je sais plus s'ils le disent au début de la phrase lorsqu'il s'adresse à l'individu en question ou à la fin. Ça je sais pas du tout. Je ne sais plus. Ça je sais pas. Parce qu'il me semble que pour les corvidés, il y a vraiment un pattern particulier dans les sons qu'ils émettent, et ensuite le nom de l'individu qui me semble vient à la fin, mais je ne suis plus sûre, faudrait vérifier. Parce qu'il y a aussi un phrasé particulier dans les chants d'oiseaux, hein, je sais pas si vous le savez, mais du coup il y a des noms ou des choses comme ça qui se mettent à un certain endroit du phrasé et pas à un autre, et ça veut dire quelque chose dans ces cas-là. Fantastique, incroyable, les oiseaux ont des phrases. Oui, exactement, particulièrement les corvidés. Voilà, ils ont des phrases et ils ont également des insultes, voilà. Et des noms. Et c'est sur cette dernière phrase que nous allons nous quitter, Sophie. Un grand merci à toi d'avoir participé à ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, en espérant que tu ne m'insultes pas, bien sûr? Ah non, moi j'insulte pas, non. Moi je vais te dire merci, c'est déjà pas si mal. Et puis je pense que ça ira pour ce soir. Pas d'insulte, merci. Ah bah parfait. Sophie, on te retrouve sur Twitter, on te retrouve sur Instagram @leplumeux bien évidemment. On te retrouve sur Entracte Science aux côtés de Julien, qui est très actif en ce moment d'ailleurs, Julien, au moment où on enregistre cet épisode. Il y a beaucoup de vidéos à aller voir sur la chaîne d'Entracte Science, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans le Courrier de la Sterne. En attendant, vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur YouTube bien évidemment. N'hésitez pas aussi sur YouTube à commenter les épisodes si jamais vous avez des questions, on sera très content d'y répondre. Rendez-vous la semaine prochaine, salut à tous et salut à toutes. À plus.